Je n'avais jamais imaginé qu'à 67 ans, je devrais me battre pour ma dignité dans ma propre maison. L'humiliation a un goût amer, particulièrement quand elle vient de quelqu'un qui devrait vous considérer comme sa famille. Le mépris ronge l'âme comme la rouille, lentement, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que douleur et ressentiment. Je m'appelle Marguerite Lefebvre. J'ai vécu une vie de privilèges et de bon goût dans ma demeure, les Glycines, nichée dans le quartier d'Ainay à Lyon, entourée de souvenirs que j'ai construits avec mon défunt mari, Antoine. Pendant des décennies, j'ai dirigé la galerie Lefebvre, l'une des galeries d'art les plus exclusives de la ville, habillant nos murs d'œuvres que je sélectionnais personnellement lors de mes voyages à travers l'Europe et au-delà. Chaque tableau dans ma collection raconte une histoire. Paris sous la pluie d'automne, Venise baignée de soleil couchant, Lyon pendant les fêtes des Lumières. Ce ne sont pas simplement des toiles peintes, mais des fragments de ma vie, des moments cristallisés dans l'huile, l'aquarelle et le fusain. La solitude après la mort d'Antoine fut dévastatrice. Les pièces de la maison semblaient résonner de silence. Les dîners, autrefois animés par des invités et des conversations, étaient devenus des moments solitaires, où seul le tintement des couverts brisait le silence oppressant. Parfois, je me surprenais à parler toute seule, juste pour entendre une voix humaine réverbérer contre les murs de marbre. Ce fut dans ce moment de fragilité que mon fils Théo suggéra que lui et son épouse, Delphine, viennent vivre avec moi. « Ce sera bon pour tout le monde, maman, » dit-il avec ce sourire qui me rappelait tant son père. « Tu ne seras plus seule et nous pourrons économiser pour acheter notre propre maison. » À ce moment-là, j'ai ressenti une vague de soulagement et de gratitude. Mon fils revenait à la maison. Il y aurait des voix, des rires, de la vie à nouveau. Les premières semaines furent comme un rêve. J'ai préparé la chambre d'amis avec le plus beau linge de maison que j'avais gardé, mis des fleurs fraîches dans les vases en cristal reçus pour mon mariage et même engagé une équipe pour nettoyer la piscine inutilisée depuis des années. Théo, toujours discret et gentil comme son père, apportait de petits cadeaux, une pâtisserie de ma confiserie préférée, un livre aperçu dans une vitrine. Delphine, une femme de 32 ans au visage de poupée et aux yeux rusés, semblait polie et attentionnée. Elle complimentait la décoration de la maison, s'interrogeait sur les porcelaines anciennes que j'avais collectionnées au fil des ans et se proposait d'aider pour le dîner. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais étudiée, évaluée. Comme un prédateur qui analyse sa proie avant l'attaque, Delphine observait mes habitudes, mes faiblesses, mon patrimoine. Le changement fut subtil au début. De petits commentaires déguisés en préoccupation. « Marguerite, ne crois-tu pas que ce miroir est trop grand pour ce couloir ? Nous pourrions le remplacer par quelque chose de plus moderne. Ou alors, ces rideaux sont si lourds, ils assombrissent la pièce. Mettons quelque chose de plus léger. » Peu à peu, ma maison commençait à changer. Les cadres avec des photos d'Antoine furent remplacés par des décorations impersonnelles, comme si on effaçait son existence, et par conséquent, une partie de la mienne. J'ai cédé sur beaucoup de choses pour maintenir la paix. Quand Delphine a réorganisé la cuisine, jetant des ustensiles que je gardais depuis des décennies, j'ai ravalé mon inconfort. Quand elle a changé l'horaire des repas pour s'adapter à son emploi du temps, d'influenceuse digitale, comme elle se qualifiait, j'ai accepté sans me plaindre. Théo, toujours occupé par son travail au cabinet comptable, semblait indifférent aux petites usurpations quotidiennes. C'est un mercredi après-midi que j'ai franchi la ligne entre acceptation et indignation. Je revenais de ma promenade matinale sur la place Bellecour, accompagnée de Colette, mon amie de toujours, quand j'ai entendu des rires provenant de ma chambre. En ouvrant la porte, j'ai trouvé Delphine et 2 amis que je n'avais jamais vus auparavant, fouillant dans mon armoire. Robes éparpillées sur le lit, chaussures par terre, bijoux que je conservais dans des écrins de velours ouverts sans aucun soin. Je suis restée paralysée, observant cette scène surréaliste. Delphine essayait ma robe Dior vert émeraude, celle qu'Antoine m'avait offerte pour notre 30e anniversaire de mariage, achetée dans une boutique exclusive à Paris. Le tissu épousait son corps jeune, tandis qu'elle défilait devant le miroir, sous les regards admiratifs de ses amis. « Quel vintage magnifique !» s'exclama l'une d'elles. « Et dire qu'elle moisissait dans cette armoire !» répondit Delphine, ajustant le décolleté. Quand elles ont finalement remarqué ma présence, il y a eu un moment de gêne.
Les amis ont tenté de dissimuler leur embarras, mais Delphine a gardé le menton haut, défiante. « Marguerite, je montrais tes vêtements aux filles. Ce sont des pièces historiques, n'est-ce pas? Certaines sont vraiment jolies, malgré leur âge. » J'ai senti le sang monter à mon visage. Cette robe, ma voix est sortie tremblante, était un cadeau de mon mari. Elle a une valeur sentimentale pour moi. Delphine a haussé les épaules, sans retirer la robe. « Mais tu ne la portes même plus. Depuis combien de temps est-elle rangée? Des années. Pourquoi garder ces choses à prendre de la place si elles ne sont pas utilisées? C'est du gaspillage. » J'ai tenté d'argumenter, d'expliquer la signification, mais j'ai été interrompue. « Marguerite, tu dois comprendre que ton temps est révolu. Ces vêtements méritent d'être sortis, d'être vus. Tu es une vieille femme maintenant. Tu devrais porter des choses plus appropriées à ton âge. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Vieille femme, appropriées à l'âge. Des phrases apparemment inoffensives qui portaient le poison de l'agisme, du manque de respect, de l'invalidation de qui j'étais et de ce que je pourrais encore être. Les amis sont sortis peu après, sentant la tension dans l'air. Delphine, cependant, a continué à porter ma robe durant le reste de la journée, comme si c'était une victoire personnelle, une déclaration de territoire. Le soir, quand Théo est rentré du travail, j'ai essayé de discuter de ce qui s'était passé, mais il a minimisé la situation. « Maman, ne sois pas si attachée aux choses, ce ne sont que des vêtements. Delphine admire ton style, tu devrais te sentir flattée. » Cette nuit-là, j'ai pleuré en silence, serré contre l'oreiller qui gardait encore le faible parfum d'Antoine. Je me sentais invisible, jetable, comme si mon existence était conditionnée à l'utilité que je pouvais encore avoir. Le pire n'était pas la robe en soi, mais le symbole de ce qui se passait. J'étais progressivement effacé de ma propre vie. Dans les jours suivants, Delphine a intensifié son appropriation. Pas seulement des vêtements, mais aussi des bijoux, des chaussures, des sacs. Rien n'était à l'abri. L'armoire que j'organisais auparavant avec tant de soin était devenue un champ de bataille. Je retrouvais mes pièces jetées dans des coins, tachées de vin ou de parfums forts, boutons arrachés, fermetures cassées. La phrase qui me blessait le plus se répétait avec des variations. « Tu ne les portes même plus, vieille femme. Ton temps est révolu. » Des mots acérés comme des lames, lancés avec un sourire aux lèvres et des yeux froids qui m'évaluaient, attendant une réaction. Mais je ne réagissais pas. J'avalais les larmes, la protestation, l'indignation. Je craignais de perdre mon fils, de me retrouver seule à nouveau. La peur de la solitude me rendait complice de mon propre effacement, jusqu'à ce que l'invitation pour le gala annuel de la Fondation des Arts au Grand Hôtel Dieu arrive, l'une des soirées les plus importantes du calendrier social de la ville. Pendant des décennies, j'avais assisté à cet événement avec Antoine, toujours avec une nouvelle robe choisie spécialement pour l'occasion. C'était une tradition, un moment de célébration de notre communauté et des arts que nous aimions tant soutenir. C'est alors que j'ai appris, par Colette, que Delphine prévoyait de porter ma robe Dior vert émeraude au gala. Non seulement la porter, mais la modifier pour la moderniser. Ce fut la goutte qui fit déborder le vase. Quelque chose en moi qui avait été endormi pendant des mois s'est réveillé avec une force que je ne reconnaissais pas moi-même. En contemplant la robe qui avait été modifiée sans ma permission, je me suis souvenu de ma grand-mère qui avait travaillé comme costumière pour le théâtre des Célestins dans les années 30. Parmi les nombreuses histoires qu'elle me racontait quand j'étais enfant, il y en avait une sur les astuces que les costumiers utilisaient quand ils voulaient créer un inconfort intentionnel chez certains acteurs lors de représentations spécifiques. « Parfois, ma chérie, disait-elle avec une lueur espiègle dans les yeux, nous devons enseigner des leçons sans parole. Au début, les changements étaient si subtils que je les remarquais à peine, comme des gouttes d'eau qui érodent lentement la pierre. Delphine transformait ma maison sans que je puisse me défendre adéquatement. Tout a commencé par de petits commentaires sur la décoration. « Marguerite, ces lampes sont tellement démodées. Nous devrions les remplacer par quelque chose de plus moderne. » Ou « Cette tapisserie assombrit trop le salon. Ne crois-tu pas qu'un tissu plus clair ferait paraître l'espace plus grand ?» Chaque suggestion venait enveloppée d'un ton de préoccupation feinte, comme si elle pensait réellement à mon bien-être. Et moi, dans mon désir de maintenir l'harmonie familiale et la compagnie que je désirais tant, je cédais, une lampe par-ci,
une tapisserie par là. Quelle importance avaient vraiment ces objets comparés à la présence de mon fils à la maison à nouveau? Ce que je n'ai pas compris alors, c'est qu'il ne s'agissait pas d'objets isolés. C'était une invasion systématique, une usurpation territoriale calculée. Chaque objet remplacé effaçait une partie de mon histoire, de la vie qu'Antoine et moi avions construite pendant 4 décennies. Le portrait de notre voyage à Venise, qui trônait dans l'entrée principale, fut remplacé par une peinture abstraite au ton gris que Delphine avait rapportée d'une galerie d'art émergente. C'est d'un artiste qui sera très important dans le futur, expliqua-t-elle avec suffisance, comme si mes années à diriger la galerie Lefebvre ne m'avaient donc pas appris à reconnaître le véritable talent. Un matin, je suis descendue pour le petit déjeuner et j'ai trouvé la table de la salle à manger complètement réorganisée. La vaisselle de porcelaine de Limoges qu'Antoine et moi avions achetée pour notre 20e anniversaire avait été rangée dans des cartons au sous-sol, remplacée par des assiettes minimalistes en noir et blanc. « Où est ma vaisselle ?» ai-je demandé, sentant une oppression dans la poitrine. Delphine a à peine levé les yeux de son téléphone. Je l'ai rangée. Elle prend trop de place et ces nouvelles assiettes sont plus photogéniques pour mon contenu Instagram. Comme si ma maison était désormais son studio photo personnel. Quand j'ai mentionné le sujet à Théo ce soir-là, il a minimisé mon inquiétude. « Ma maman, ce ne sont que des assiettes. Nous pouvons les sortir quand nous aurons des invités spéciaux. Delphine a besoin de cet espace pour son travail. » « Son travail ?» ai-je demandé confuse. Je pensais qu'elle cherchait un emploi en marketing. « Eh bien, elle est maintenant créatrice de contenu. Elle construit sa marque personnelle. C'est l'avenir, maman. Tu devrais la soutenir au lieu de t'accrocher à de vieilles choses. » Ce mot « vieille » a résonné dans ma tête pendant des jours. Était-ce ce que mon fils pensait de moi aussi? Une vieille chose à laquelle il ne fallait pas prêter attention. Les horaires de la maison ont également changé progressivement. Les repas, qui avaient toujours été des moments sacrés pour moi, des moments de connexion et de conversation, sont devenus irréguliers. Delphine a décidé qu'elle devait manger à certains horaires spécifiques pour maximiser son métabolisme, ce qui signifiait que nous ne pouvions plus partager le déjeuner. Théo, toujours occupé par son travail au cabinet comptable du centre, rentrait de plus en plus tard. Je me retrouvais à dîner seule la plupart des soirs, écoutant les bruits de Delphine, enregistrant des vidéos à l'étage, sa voix artificiellement enthousiaste, expliquant des routines de maquillage ou des techniques de décoration. Un après-midi, alors que je rangeais quelques papiers sur le bureau d'Antoine, que j'avais gardé intact comme un petit sanctuaire, j'ai découvert que plusieurs de ses documents personnels avaient été déplacés. Ses notes manuscrites sur l'art contemporain, sa correspondance avec des artistes internationaux, même certaines de nos lettres d'amour de jeunesse, tout avait été réorganisé sans ma permission. J'ai confronté Delphine à son retour de sa séance de yoga. « As-tu fouillé dans le bureau d'Antoine ?» Elle a posé son sac de yoga sur le canapé. Un autre changement. Les canapés n'avaient jamais été un endroit pour poser des objets dans ma maison et m'a regardée avec cette expression de patience forcée qu'elle me réservait. Je faisais juste du rangement, Marguerite. Cet espace pourrait être beaucoup plus utile comme mon bureau. J'ai besoin d'un endroit calme pour éditer mes vidéos et planifier mon contenu. L'indignation m'a laissé sans voix. Le bureau d'Antoine, son espace personnel, l'endroit où il avait écrit des poèmes pour moi pendant 40 ans, transformé en bureau pour qu'une influenceuse enregistre des vidéos sur le maquillage. Ce bureau restera exactement comme il est, ai-je finalement réussi à dire. Ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Il appartenait à Antoine et n'est pas disponible pour d'autres usages. Delphine m'a regardée comme si j'étais une enfant capricieuse, faisant un caprice. « Marguerite, je comprends que tu as un attachement émotionnel à ces choses, mais cela fait 3 ans qu'Antoine est décédé. Ce n'est pas sain de maintenir des sanctuaires comme ça. Tu devrais avancer. Je n'ai pas besoin de conseils sur la façon de gérer mon deuil, » ai-je répondu, sentant la chaleur monter à mes joues, surtout de quelqu'un qui ne l'a jamais connu. Elle a souri, ce sourire condescendant qui me faisait me sentir invisible. « Bien sûr, comme tu veux, mais réfléchis-y. Cet espace pourrait être si utile. » Cette nuit-là, j'ai fermé le bureau d'Antoine à clé pour la première fois. Les semaines suivantes ont apporté de nouvelles transgressions. Un matin, alors que j'arrosais les orchidées du jardin intérieur, une autre tradition qu'Antoine et moi partagions, j'ai entendu des bruits provenant du grenier.
J'ai monté les escaliers avec difficulté, mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient, et j'ai trouvé Delphine en train de fouiller dans les malles où je gardais des souvenirs de famille. « Que fais-tu » ai-je demandé, sans essayer de cacher mon irritation. « Marguerite, tu m'as fait peur !» s'est-elle exclamée, feignant la surprise. Je cherchais quelques pièces vintage pour une vidéo sur la mode rétro. « Tu as de véritables trésors ici !» Devant elle étaient éparpillées plusieurs de mes robes de jeunesse, y compris le tailleur de soie bleue que j'avais porté à ma remise de diplôme universitaire et la robe rouge que je portais le soir où Antoine m'a demandé en mariage. Ce sont des souvenirs personnels, pas des pièces vintage pour tes vidéos, ai-je dit, ramassant la robe rouge d'une main tremblante. « S'il te plaît, demande la permission avant de prendre mes affaires. » Elle a soupiré dramatiquement. « Tu es trop sensible, Marguerite. Ce ne sont que de vieux vêtements qui accumulent la poussière. Je leur donne une seconde vie. Tu devrais me remercier. » « Te remercier de prendre mes biens sans permission ?» ai-je demandé incrédule. « Écoute, je sais que pour ta génération, les choses étaient très importantes, a-t-elle dit, faisant des guillemets avec ses doigts sur le mot « chose ». Mais nous valorisons les expériences, le partage, l'économie collaborative. Tout ceci pourrait avoir un impact positif sur d'autres personnes à travers mes réseaux sociaux, au lieu de pourrir dans une malle. J'ai respiré profondément, essayant de contenir la colère qui grandissait en moi. Je comprends que ta génération a des valeurs différentes, mais c'est toujours ma maison et ce sont toujours mes biens. Je te demande du respect. Elle a acquiescé distraitement, déjà en train d'examiner une autre malle. Bien sûr, bien sûr. Je demanderai la permission la prochaine fois. Mais nous savions toutes les deux que c'était une promesse vide. La situation a empiré quand Béatrice, ma fidèle gouvernante depuis plus de 25 ans, a démissionné. Delphine avait constamment réorganisé ses horaires et ses tâches, lui demandant de nettoyer son studio plusieurs fois par jour et de laver ses vêtements séparément du reste avec des produits spéciaux. « Je suis désolée, Madame Marguerite, » m'a dit Béatrice, les larmes aux yeux. « Vous savez que je vous considère comme ma famille, mais Madame Delphine, je ne peux pas travailler ainsi. Elle me traite comme si j'étais invisible, change mes horaires sans me consulter, critique mon travail devant ses amis. J'ai essayé de la convaincre de rester, lui offrant une augmentation, mais sa décision était prise. Le jour où Béatrice est partie, j'ai senti que je perdais ma dernière alliée à la maison. Quand j'ai mentionné le sujet à Théo, sa réponse m'a glacée. « C'est peut-être pour le mieux, maman. Béatrice était de la vieille école. Delphine trouvera quelqu'un de plus jeune, avec des idées plus modernes sur le nettoyage et l'ordre. »« Plus moderne ?» ai-je répété incrédule. Béatrice a maintenu cette maison impeccable pendant des décennies. Exactement, des décennies. Tout change, maman. Même la façon de tenir une maison. La nouvelle employée, choisie par Delphine, était une jeune femme de 22 ans qui passait plus de temps à l'aider avec ses vidéos qu'à nettoyer la maison. Les coins ont commencé à accumuler la poussière, les orchidées se sont flétries par manque de soins, et la cuisine, mon sanctuaire personnel pendant des années, s'est transformée en studio pour enregistrer des recettes de nourriture saine qui n'étaient jamais vraiment mangées, juste photographiées. Un matin, alors que je cherchais ma tasse préférée, un cadeau d'Antoine avec l'image de la basilique de Fourvière, j'ai découvert qu'elle avait disparu. Quand j'ai demandé, Delphine a répondu avec désinvolture « Oh, elle m'est tombée des mains hier pendant que j'enregistrais. Elle était très vieille de toute façon, non? Je t'en achèterai une nouvelle la prochaine fois que je sortirai. » Ce n'était pas la valeur matérielle de la tasse qui m'a fait mal. C'était l'indifférence, la facilité avec laquelle mes trésors personnels étaient traités comme des objets jetables, remplaçables. Le point de rupture est arrivé quand j'ai découvert que Delphine avait commencé à utiliser mes bijoux pour ses vidéos sans même prendre la peine de les remettre dans leurs écrins. J'ai trouvé mon collier de perles, cadeau d'Antoine pour notre 10e anniversaire, jeté au fond de son sac avec des mouchoirs usagés et des emballages de bonbons. Ce soir-là, j'ai décidé de parler sérieusement à Théo. Je l'ai attendu dans la bibliothèque, le seul espace que j'avais réussi à garder relativement intact. « Fils, nous devons parler des limites dans cette maison, » ai-je commencé, quand il est finalement arrivé, après 10 heures du soir. Il s'est laissé tomber dans le fauteuil, visiblement fatigué. « Qu'est-ce qui se passe maintenant, maman ?» Je lui ai expliqué la tasse brisée, les bijoux maltraités, les espaces envahis.
Je lui ai parlé de la douleur que je ressentais en voyant mes souvenirs traités comme des objets sans valeur, de la solitude de manger seul chaque soir pendant qu'ils étaient occupés avec leur vie. J'espérais de la compréhension, de l'empathie, peut-être même de l'indignation face au traitement que je recevais. Au lieu de cela, Théo a soupiré avec impatience. « Maman, tu es trop sensible. » Delphine essaie juste de moderniser un peu les choses, de rendre cette maison plus fonctionnelle pour tous. Pour tous ou juste pour elle, ai-je demandé, sentant un nœud dans ma gorge. Écoute, je comprends que certains changements sont difficiles à ton âge, mais tu dois t'adapter. Le monde continue d'avancer. Mon âge n'a rien à voir avec le respect fondamental, Théo. Il ne s'agit pas de modernité contre tradition. Il s'agit de considération. Mon fils m'a regardé comme si j'étais une étrangère, quelqu'un dont il ne comprenait plus la langue. Delphine construit sa carrière, maman. Elle a besoin de notre soutien. Son succès sera aussi le nôtre. Et mon bien-être, où se situe-t-il dans cette équation? Tu exagères. Tu as un toit, de la nourriture, de la compagnie. Que pourrais-tu vouloir de plus à ton âge? Ces mots, à ton âge, furent comme une gifle, comme si atteindre 67 ans signifiait automatiquement renoncer à la dignité, à la considération, au droit fondamental d'être traité comme une personne à part entière. Je veux du respect, fils, le même respect que ton père et moi t'avons toujours enseigné. Il s'est levé, mettant fin à la conversation. Tu confonds respect et faire les choses exactement comme tu le veux. Les temps changent, maman. Tu devrais essayer d'être plus flexible. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, contemplant le portrait d'Antoine sur ma table de nuit, j'ai compris une triste vérité. J'étais devenue une étrangère dans ma propre maison. Pire encore, j'étais devenue un obstacle, une relique gênante qui occupait de l'espace dans la vie que Delphine et Théo construisaient sur les ruines de la mienne. Les semaines suivantes, j'ai essayé une stratégie différente. J'ai commencé à céder consciemment de l'espace, à me retirer dans les zones de la maison que je considérais encore comme miennes. Je passais plus de temps dans le jardin, dans la petite bibliothèque, ou à visiter mon amie Colette dans son appartement du centre-ville. Je pensais que si je laissais Delphine avoir plus de contrôle sur la maison, peut-être se sentirait-elle satisfaite et cesserait d'envahir mes derniers refuges. Ce fut une erreur. Comme un prédateur qui sent la faiblesse de sa proie, Delphine a interprété mon retrait comme une reddition totale. Un jour, je suis revenue de prendre le thé chez Colette et j'ai trouvé qu'ils avaient déplacé mes plantes de la véranda pour faire place à une zone de yoga et méditation où Delphine pourrait enregistrer ses routines d'exercice. Certaines de ces plantes, je les cultivais depuis des décennies. Une orchidée particulière, cadeau d'Antoine lors de notre dernier anniversaire ensemble, avait été négligemment transférée dans un coin sombre où elle mourrait certainement par manque de lumière. Quand j'ai tenté d'exprimer mon mécontentement, Delphine a répondu avec la phrase qui était devenue son bouclier « Tu ne les utilises même plus, vieille femme. Ton temps est révolu. Maintenant, cet espace peut être utile au lieu d'être juste un rappel du passé. » Ce soir-là, en arrosant soigneusement mes plantes sauvées et en les plaçant dans ma chambre, le dernier bastion qu'il me restait, j'ai décidé qu'il était temps de mettre fin à cette situation. Je ne pouvais pas continuer à disparaître de ma propre vie, permettant que mes souvenirs, mes espaces, mes biens soient systématiquement effacés. Le point de non-retour est arrivé quand j'ai appris par Pascal Rousseau, organisateur du gala annuel de la Fondation des Arts, que Delphine y assisterait en portant une spectaculaire robe verte vintage. J'ai immédiatement su qu'il s'agissait de ma robe Dior vert émeraude, le dernier cadeau significatif qu'Antoine m'avait fait avant de tomber malade. J'ai trouvé la robe dans son studio, altérée pour s'adapter à sa silhouette plus jeune. L'indignation que j'ai ressentie n'était pas seulement pour l'objet lui-même, mais pour tout ce qu'il représentait, l'appropriation constante de ma vie, l'invalidation de mes sentiments, l'effacement systématique de mon existence en tant que personne digne de respect. C'est alors que je me suis souvenue de ma grand-mère et de ses histoires sur le théâtre, sur ces poudres spéciales qui causaient des démangeaisons et des irritations sur la peau. Une idée a commencé à se former dans mon esprit, non pas comme un plan vindicatif, mais comme un acte de résistance, une façon de me rendre visible à nouveau dans ma propre histoire. Si Delphine voulait tant cette robe,
si elle était si désireuse de s'approprier mes souvenirs les plus précieux, tout en me disant que mon temps était révolu, peut-être était-il temps de lui montrer que cette vieille femme finie avait encore beaucoup à dire. Et je le dirais non pas avec des mots qui pourraient être ignorés, mais avec des actions qui ne pourraient pas être écartées. La décision d'agir ne fut pas impulsive, tandis que je contemplais la robe Dior altérée sans ma permission. Je me suis souvenu de ma grand-mère, Odette Lefebvre, qui avait travaillé comme costumière pour le théâtre des Célestins dans les années 30, une époque où le théâtre était à la fois divertissement et forme subtile de critique sociale. Parmi ses nombreuses compétences, elle gardait des connaissances qui n'apparaissaient dans aucun manuel officiel. Parfois à Marguerite, me disait-elle, tandis que ses doigts ridés cousaient avec une précision millimétrique, la justice ne vient pas des tribunaux, mais de petites actions qui remettent les choses à leur place. J'ai rangé la robe avec soin et attendu jusqu'au lendemain. Sous prétexte de rendre visite à mon amie Colette, je suis sortie tôt vers les halles de Lyon-Paul Bocuse. Parmi les étals colorés de fruits, légumes et épices, j'ai cherché les ingrédients dont j'avais besoin. Orties séchées, gingembre en poudre, poivre de Cayenne et quelques autres herbes que ma grand-mère mentionnait dans ses histoires. Le marché bouillonnait d'activité, vendeurs vantant leurs marchandises, ménagères négociant les prix, touristes photographiant l'architecture centenaire. Je me suis déplacée avec précaution parmi la foule, me sentant étrangement rajeunie par le but qui m'animait. Cela faisait des mois que je n'avais pas ressenti cette sensation de contrôle sur ma propre vie. J'ai trouvé la plupart des ingrédients chez Madame Rossignol, une herboriste que je connaissais depuis des décennies. Ses yeux rusés m'ont étudié, tandis qu'elle rassemblait mon inhabituel achat. « Des problèmes d'arthrite, Madame Lefebvre ?» a-t-elle demandé en pesant l'ortie séchée. « Quelque chose comme ça », ai-je répondu évasivement. « Je retrouve quelques recettes de ma grand-mère. » Elle a hoché la tête sans poser plus de questions, mais j'ai remarqué une lueur de complicité dans son regard. Les femmes d'un certain âge se comprennent parfois sans besoin de paroles explicites. Ma prochaine étape fut la pharmacie du Rhône, où Laurent Dupuis, un pharmacien jeune mais discret, m'aida à compléter ma liste avec des ingrédients plus spécifiques. Contrairement à Madame Rossignol, Laurent ne posa pas de questions sur ma commande inhabituelle, se limitant à me mettre en garde sur la manipulation prudente de certaines substances. Celles-ci peuvent causer des irritations cutanées, Madame Lefebvre. Utilisez des gants pour les manipuler. Bien entendu, ai-je répondu, remerciant silencieusement son professionnalisme sans curiosité excessive. En rentrant à la maison, mon paquet soigneusement rangé dans mon sac, je me suis arrêtée sur la place Bellecour. Je me suis assise sur un banc face à la statue équestre de Louis XIV, observant les passants affairés autour de moi. Le soleil d'automne donnait à toute une teinte dorée nostalgique, rappelant ces après-midi où Antoine et moi flânions main dans la main, discutant d'art et de l'avenir. J'ai réfléchi à ce que j'étais sur le point de faire. Ce n'était pas dans ma nature de chercher vengeance ou de causer délibérément du tort. Antoine admirait toujours ma capacité à pardonner, à chercher le meilleur chez les gens, même quand ils me décevaient. « Tu es lumière, Marguerite », me disait-il souvent. Là où d'autres voilaient l'obscurité, tu trouves un rayon de soleil. Que penserais-tu de moi maintenant, Antoine ? Ai-je murmuré au vent frais. Serais-tu déçu de voir ton épouse, toujours digne et composée, planifier une vengeance si domestique? Mais immédiatement, je me suis rappelé comment Antoine défendait toujours la dignité par-dessus tout. Le respect n'est pas négociable, disait-il fréquemment. Sans respect, il n'y a pas de base pour une relation humaine quelconque. Ce que Delphine faisait n'était pas simplement emprunter quelques vêtements. C'était une attaque systématique contre ma dignité, un message constant que moi, mes souvenirs, mes sentiments, mon existence même, n'importaient plus, que mon temps était révolu. Avec une détermination renouvelée, je suis rentrée à la maison. Heureusement, Théo et Delphine étaient tous deux sortis. Lui à son travail au cabinet comptable, elle a une séance photo avec ses amies influenceuses dans un café branché du centre-ville. Je me suis dirigée directement vers ma chambre et ai fermé la porte à clé. D'un tiroir secret de mon secrétaire, j'ai sorti un vieux carnet à couverture usée. C'était le livre de recettes de ma grand-mère, écrit de sa calligraphie élégante et précise,
rempli de connaissances transmises par des générations de femmes dans ma famille. J'ai tourné les pages jaunies jusqu'à trouver ce que je cherchais, poudre d'urticaire pour effets théâtraux. La recette était simple mais spécifique, avec des avertissements clairs sur son utilisation et sa puissance. Pendant l'heure suivante, je me suis appliquée méticuleusement à suivre les instructions. Broyer les herbes séchées avec un mortier en pierre qui avait appartenu à ma grand-mère. Mélanger dans les proportions exactes. Ajouter quelques gouttes d'alcool pour créer une pâte qui, en séchant, se transformerait en une poudre fine et presque invisible. En travaillant, je me sentais connectée à une longue lignée de femmes de ma famille. Des femmes qui, à travers les siècles, avaient développé des moyens subtils de se défendre dans un monde qui reconnaissait rarement leurs valeurs ou respectait leurs limites. Le processus avait quelque chose de rituel, de cérémonie ancienne. Chaque coup du mortier contre les herbes séchées libérait des arômes intenses qui me transportaient dans la cuisine de ma grand-mère, à des après-midi d'enfance apprenant des secrets qu'aucune école n'enseignait. Le savoir des femmes, comme elle l'appelait, vit dans les murmures et les gestes, pas dans les manuels scolaires. Quand le mélange fut prêt, je l'ai laissé sécher pendant plusieurs heures. Vers le soir, il s'était transformé en une poudre fine, légèrement jaunâtre, presque imperceptible lorsqu'elle était appliquée sur des tissus sombres. Les mains légèrement tremblantes, non par peur, mais par la solennité du moment, j'ai récupéré la robe Dior de l'armoire de Delphine. Je l'ai étalée sur mon lit et l'ai contemplée un moment. Le vert émeraude était toujours aussi vibrant que le jour où Antoine me l'avait offerte, bien que maintenant l'ourlet soit plus haut et le décolleté plus prononcé, adapté au goût de Delphine. Utilisant un petit pinceau à maquillage, j'ai appliqué la poudre sur des zones stratégiques, l'intérieur du col, qui serait en contact direct avec la peau, les zones sous les bras, où la chaleur et la transpiration intensifieraient l'effet, subtilement le long du décolleté modifié, où la peau est plus sensible. La poudre était pratiquement invisible contre le tissu vert foncé. Personne ne la remarquerait jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que la chaleur du corps et le léger frottement du mouvement activent ses propriétés irritantes. Après avoir terminé, j'ai soigneusement remis la robe dans l'armoire de Delphine, l'accrochant exactement comme je l'avais trouvée. J'ai nettoyé toute trace de la poudre de mes mains et de ma chambre, rangé le reste du mélange dans un petit flacon sombre et attendu. Les jours suivants se sont écoulés dans un calme étrange. Delphine et Théo semblèrent de plus en plus absorbés par leurs propres activités, remarquant à peine ma présence dans la maison. J'observais avec un mélange de tristesse et de détermination comment ma maison se transformait de plus en plus en une scène pour les ambitions de ma belle-fille. 2 jours avant le gala de bienfaisance, Delphine a organisé une petite réunion avec ses amis pour planifier leur tenue et coordonner leurs publications sur les réseaux sociaux. Depuis ma chambre, je pouvais entendre leur voix excitée, des rires occasionnels, le tintement des verres de vin. « J'ai la robe parfaite !» s'est exclamée Delphine, sa voix suffisamment forte pour traverser les murs. Une Dior vintage authentique, vert émeraude, absolument spectaculaire. « D'où la tiens-tu » a demandé l'une de ses amies. Il y eut une pause, et bien que je ne puisse pas la voir, je pouvais presque imaginer Delphine hausser les épaules avec cette indifférence calculée qu'elle avait perfectionnée. Je l'ai trouvée dans une boutique vintage à Croix-Rousse, une vraie aubaine. Ils ne savaient probablement même pas ce qu'ils avaient. Le mensonge m'a frappée comme une gifle. Non seulement elle avait pris ma robe sans permission, non seulement elle l'avait altérée pour l'adapter à son corps plus jeune, mais maintenant elle inventait une histoire fictive sur son origine, effaçant complètement ma connexion avec elle, m'effaçant, moi. Ce soir-là, quand Théo est rentré du travail, j'ai de nouveau essayé de lui parler des limites et du respect. Je lui ai expliqué que je me sentais de plus en plus invisible dans ma propre maison, que mes biens les plus précieux étaient traités comme des objets sans valeur ni histoire. « Maman !» soupira-t-il avec cette impatience devenue habituelle. « Tu exagères toujours. Delphine essaie juste de donner vie à cette maison, de la moderniser. » « Moderniser inclut-il mentir sur l'origine de mes biens ?» ai-je demandé, ma voix plus ferme que d'habitude. « Inclut-il effacer l'histoire de notre famille ?»
Il m'a regardé avec un mélange de confusion et d'irritation. « De quoi parles-tu maintenant ?» Je lui ai parlé de la robe Dior vert émeraude, de sa signification pour moi, de comment Delphine prévoyait de la porter au gala de bienfaisance en la faisant passer pour une trouvaille dans une boutique vintage. À ma surprise, Théo a semblé momentanément troublé. « Tu es sûr? Peut-être as-tu mal interprété ce que tu as entendu. » « Il n'y a pas de mauvaise interprétation possible, fils. C'est ma robe, celle que ton père m'a offerte pour notre 30e anniversaire, peu avant de tomber malade. » Théo s'est passé la main dans les cheveux, un geste si semblable à celui d'Antoine que j'ai ressenti une douleur aiguë. Je lui parlerai, d'accord? Il doit y avoir un malentendu. Mais cette conversation n'a jamais eu lieu. Le lendemain, Delphine a annoncé pendant le petit déjeuner qu'elle avait une importante réunion d'affaires avec une marque de cosmétiques qui voulait l'engager comme ambassadrice. Théo l'a félicitée avec effusion et le sujet de la robe a été oublié. Le matin du gala de bienfaisance s'est levé clair et frais, typique de l'automne lyonnais. De ma fenêtre, je pouvais voir le Rhône serpenter paresseusement à travers la ville, les collines de la Croix-Rousse s'élevant vers le ciel comme un amphithéâtre naturel. Pendant un moment, je me suis permis de me rappeler les nombreuses fois où Antoine et moi avions assisté ensemble à cet événement, toujours avec enthousiasme, toujours avec le désir sincère de soutenir les artistes locaux. J'ai passé la journée dans un calme étrange, comme celui qui précède une tempête. J'ai lu un peu, arrosé mes plantes sauvées, j'ai même fait cuire des sablés à la cannelle suivant la recette de ma mère. Des activités normales, quotidiennes, qui contrastaient avec la tempête intérieure qui couvait dans ma poitrine. En milieu d'après-midi, j'ai commencé à me préparer pour l'événement. J'ai choisi une robe bleu saphir que j'avais achetée lors de mon dernier voyage à Paris, 1 an avant la mort d'Antoine. Elle était élégante et sobre, avec une coupe qui flattait ma silhouette sans essayer de rivaliser avec des femmes 4 décennies plus jeunes. J'ai complété avec des bijoux discrets, boucles d'oreilles en perles, un simple collier en or blanc, la bague de saphir qu'Antoine m'avait offerte pour notre 10e anniversaire. Tandis que je me maquillais devant le miroir, j'ai étudié mon reflet. Les années avaient laissé leur marque, bien sûr. Des rides autour des yeux et de la bouche, les cheveux argentés que je portais maintenant en un élégant chignon bas, la peau qui avait perdu une partie de son élasticité. Mais ce n'était pas des signes de déclin, comme Delphine l'insinuait constamment. C'étaient les marques d'une vie pleinement vécue, d'expériences accumulées, d'amour donné et reçu, de douleurs surmontées, de résilience. Je ne suis pas une vieille femme finie, ai-je murmuré à mon reflet. Je suis Marguerite Lefebvre, et mon temps est loin d'être révolu. À cette heure précise, Théo a doucement frappé à ma porte. « Tu es prête, maman ?» La voiture est déjà devant l'entrée. En descendant les escaliers, j'ai vu Delphine qui attendait dans le vestibule. Elle était éblouissante. Je ne pouvais pas le nier. La robe Dior vert émeraude épousait parfaitement son jeune corps, mettant en valeur sa peau claire et ses cheveux blonds soigneusement arrangés en vagues lâches. Pour n'importe quel observateur, elle semblait l'incarnation de l'élégance et de la jeunesse. Nos regards se sont croisés et j'ai détecté une lueur de triomphe dans le sien. Elle a fait un tour complet, exhibant la robe. « Qu'en penses-tu, Marguerite? N'est-elle pas magnifique? Je l'ai trouvée dans une boutique vintage à Croix-Rousse. Le vendeur a dit que c'est une Dior authentique des années 90. Le mensonge éhonté m'a presque fait rire. Mais j'ai gardé ma contenance, me contentant d'acquiescer poliment. « Tu es magnifique, Delphine. » Théo semblait indifférent à la tension sous-jacente, occupé à vérifier les clés de la voiture et l'adresse de l'événement sur son téléphone. « On y va? Je ne veux pas arriver en retard. » Pendant le trajet jusqu'au Grand Hôtel Dieu, j'ai observé Delphine du coin de l'œil. Elle était agitée, ajustant constamment la robe, passant ses doigts sur sa nuque occasionnellement. Les premiers signes apparaissaient, la poudre d'urticaire commençait à faire effet, activée par la chaleur du corps et la légère transpiration causée par la nervosité de l'anticipation. Nous sommes arrivés au Grand Hôtel Dieu peu après 8 heures. Ce bâtiment historique, récemment rénové, était magnifiquement décoré pour l'occasion. Des lumières douces mettaient en valeur les œuvres d'art locales exposées, des arrangements de fleurs natives ornèrent les tables et un quatuor à cordes
jouait de la musique classique en fond sonore. Pascal Rousseau nous a accueillis à l'entrée, baisant ma main avec sa galanterie habituelle. « Marguerite, un plaisir comme toujours. Tu es radieuse. » Il s'est ensuite tourné vers Delphine, ses yeux s'écarquillant légèrement en remarquant la robe. « Et tu dois être, Delphine, bienvenue à notre petite tradition lyonnaise. » Tandis que Pascal nous conduisait à notre table, j'ai remarqué que Delphine se grattait discrètement le cou. Sa peau, normalement pâle et immaculée, commençait à présenter de petites taches rougeâtres juste sous la ligne de la mâchoire. La soirée s'est poursuivie avec les rituels habituels de ce type d'événement. Discours d'ouverture, remerciements aux sponsors, annonces concernant les projets qui bénéficieraient des dons. Tout ce temps, j'observais Delphine devenir progressivement plus inconfortable. Elle s'agitait sur sa chaise, tirait sur le tissu de la robe pour l'éloigner de sa peau, se grattait discrètement les bras. Durant le dîner, son inconfort est devenu impossible à dissimuler. Des plaques rouges et gonflées sont apparues sur son cou, son décolleté et ses bras. Elle transpirait visiblement et ses yeux commençaient à larmoyer. « Delphine, est-ce que ça va ?» a demandé Théo, remarquant finalement l'état de son épouse. « Je juste... Il fait très chaud ici, non ?» Sa voix semblait étranglée, comme si sa gorge se fermait. « En réalité, c'est plutôt agréable, » ai-je commenté innocemment. « Peut-être est-ce une réaction allergique? Quelque chose que tu as mangé, peut-être ?» Elle m'a lancé un regard perçant, un soupçon soudain traversant ses yeux. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, une nouvelle vague de démangeaison sembla l'assaillir. Elle s'est levée brusquement, renversant son verre de vin sur la nappe blanche. « J'ai besoin d'air, toilette !» a-t-elle balbutié avant de s'éloigner en titubant vers les sanitaires. Théo s'est levé pour la suivre, mais j'ai fait un geste pour qu'il attende. « Laisse-lui un moment d'intimité. C'est probablement juste une réaction allergique temporaire. » Il a acquiescé, hésitant, en se rasseyant. « Elle est allergique à quelque chose ? Pas que je sache, » ai-je répondu honnêtement. Mais parfois ces choses apparaissent soudainement. Les tissus anciens peuvent contenir de la poussière, des acariens, des résidus de produits chimiques utilisés lors de nettoyages antérieurs. Théo a froncé les sourcils, semblant confus. « Des tissus anciens ? Mais elle a dit que la robe était neuve !» « Oh !» J'ai feint la surprise. Comme c'est étrange. Elle ressemble beaucoup à une robe Dior que ton père m'a offerte pour notre 30e anniversaire. Celle que nous avons achetée à Paris, tu te souviens? Je t'ai montré des photos. Un éclair de compréhension a traversé le visage de mon fils, mais avant qu'il puisse répondre, nous avons entendu un cri aigu provenant de la direction des toilettes. Tous les invités se sont retournés, surpris. Quelques secondes plus tard, Delphine a surgi, ou plutôt a trébuché de retour dans la salle. Son visage était méconnaissable. Sa peau, normalement pâle et parfaite, avait pris une teinte écarlate alarmante. Des plaques gonflées couvraient son cou et son décolleté, s'étendant visiblement sur ses bras. La coiffure élégante qui lui avait pris tant de temps à arranger était maintenant un désastre, avec des mèches de cheveux collant à son front en sueur. Ses yeux, gonflés et larmoyants, parcouraient la salle avec panique. « Au secours !» a-t-elle crié d'une voix que j'ai à peine reconnue. Je fais une réaction allergique. La salle du Grand Hôtel Dieu, auparavant remplie de conversations polies et de musique douce, s'est transformée en un chaos de mouvements et de voix inquiètes. Théo a couru vers son épouse, la soutenant tandis qu'elle se grattait frénétiquement les bras, laissant des marques rouges sur sa peau déjà enflammée. « Un médecin? Y a-t-il un médecin présent ?» a crié Théo, sa voix se brisant sous l'effet de la panique. Pascal Rousseau, toujours efficace, était déjà au téléphone. « Le docteur Mercier est en route. Nous avons toujours un médecin de garde pour ces événements. » Je me suis levée calmement, marchant vers eux avec la dignité qu'Antoine avait toujours admirée chez moi. Nous devrions l'emmener dehors, à l'air libre. La chaleur ici probablement aggrave sa condition. Théo m'a regardé avec reconnaissance, interprétant ma suggestion comme une préoccupation sincère. D'une certaine façon, c'en était une. Je ne souhaitais pas que Delphine subisse des dommages permanents. Je voulais simplement qu'elle expérimente une fraction du malaise que j'avais ressenti pendant des mois. Tandis que nous aidions Delphine à sortir sur la terrasse du Grand Hôtel Dieu, j'observais les réactions des invités. Certains semblaient sincèrement inquiets,
D'autres dissimulaient mal leur curiosité morbide et quelques-uns, notamment les femmes de mon âge qui connaissaient Antoine et moi depuis des décennies, échangèrent des regards suggérant que la situation leur paraissait, d'une certaine manière, justifiée. Sur la terrasse, sous la lumière argentée de la pleine lune, l'état de Delphine semblait encore plus dramatique. Le contraste entre sa peau enflammée et l'exquise robe vert émeraude créait une image presque surréaliste. « Qu'as-tu mangé? À quoi es-tu allergique ?» demandait Théo désespérément, tenant ses mains pour l'empêcher de continuer à se gratter. « Rien, je n'ai rien mangé de différent, » a-t-elle répondu entre deux halètements. « C'est la robe, ça doit être la robe. » Ses yeux se sont fixés sur moi, pleins d'accusations. « Toi, tu as fait quelque chose avec elle, n'est-ce pas ?» J'ai maintenu mon expression sereine, comme si l'accusation était si absurde qu'elle ne méritait même pas une réponse directe. « Pourquoi ferais-je une chose pareille, Delphine ? Parce que c'est ta robe ? Parce que tu étais jalouse que je puisse la porter mieux que toi ?» Théo regardait alternativement son épouse et moi, la confusion évidente sur son visage. « De quoi parle-t-elle ? Tu as dit que tu avais acheté cette robe dans une boutique vintage. » « Elle ment, » ai-je dit simplement, sans élever la voix. « Cette robe est la mienne. C'est la Dior vert émeraude que ton père m'a offerte pour notre 30e anniversaire, achetée à Paris, après un déjeuner mémorable au bord de la Seine. Une robe que je n'ai portée que 2 fois depuis, à l'enterrement de ton père et au premier anniversaire de sa mort. » Théo a pâli. « Quoi ? Mais Delphine a dit. » « Delphine dit beaucoup de choses, » ai-je interrompu doucement. Comme qu'elle a trouvé ma collection de foulards en soie dans un marché aux puces, alors qu'en réalité, elle les a pris dans mon tiroir, ou que les bijoux qu'elle porte dans ses vidéos sont des trouvailles vintage, alors que ce sont ceux que ton père m'a offerts tout au long de notre vie ensemble. Le docteur Laurent Mercier est arrivé à ce moment-là, se frayant un chemin parmi les curieux qui s'étaient rassemblés sur la terrasse. Dans la soixantaine, avec ses cheveux argentés et son expression sereine, il inspirait une confiance immédiate. Il avait été médecin de famille pendant des décennies, soignant même Antoine durant ses derniers jours. « Voyons ce que nous avons ici, » a-t-il dit, examinant Delphine d'un œil expert. « Urticaire sévère, définitivement. Allergie connue. Médicaments, aucune allergie connue, » a répondu Théo tandis que Delphine secouait la tête, me fixant toujours d'un regard accusateur. Le docteur a sorti une seringue de sa mallette et a administré une injection dans le bras de Delphine. Antihistaminique, elle devrait commencer à sentir un soulagement dans quelques minutes, mais nous devrons l'emmener à l'hôpital pour observation. Tandis que le médicament commençait à faire effet, la respiration de Delphine s'est normalisée graduellement. La panique dans ses yeux a cédé la place à une fureur froide et calculée. « C'était elle », a-t-elle murmuré, me désignant d'un doigt tremblant. Elle a fait quelque chose à la robe. Je le sais. Le docteur Mercier m'a regardé avec curiosité. Il nous connaissait toutes les deux, et bien qu'il soit trop professionnel pour prendre parti ouvertement, son léger haussement de sourcils suggérait qu'il trouvait l'accusation improbable. La distribution de l'urticaire correspond au point de contact de la robe, a-t-il observé d'un ton neutre. Il est possible que le tissu contienne un irritant. Est-elle neuve ? Avant que Delphine puisse répondre, je l'ai fait. Non, docteur. C'est une robe qui est restée dans mon armoire pendant plus de 5 ans. Une Dior authentique que mon défunt mari m'a offerte. Delphine a tenté de protester, mais une quinte de toux l'a interrompue. Le médecin a suggéré que nous l'emmenions immédiatement à l'hôpital, et Théo a acquiescé, soutenant son épouse pour l'aider à marcher vers la voiture. « Je vous accompagnerai, » ai-je dit, ramassant mon sac. « Ce n'est pas nécessaire, » a craché Delphine, sa voix rendue rauque par l'irritation de la gorge. « J'insiste, » ai-je répondu avec un sourire poli. « Nous sommes une famille, après tout. » Le trajet vers l'hôpital Édouard Herriot s'est déroulé dans un silence tendu, interrompu seulement par les gémissements occasionnels d'inconfort de Delphine et les paroles rassurantes de Théo. J'observais par la fenêtre les lumières de Lyon, la ville que j'aimais, qu'Antoine et moi avions parcouru main dans la main pendant des décennies. Je me demandais ce qu'il penserait de ce moment, de la femme que j'étais devenue ce soir. À l'hôpital, Delphine a été prise en charge immédiatement. On l'a emmenée dans une salle d'observation où on lui a administré davantage de médicaments et connecté à un moniteur
pour surveiller ses constantes vitales. Théo et moi avons attendu dans la petite salle adjacente, séparés par un silence qui semblait grandir à chaque minute qui passait. « Est-ce vrai ?» a-t-il finalement demandé, sa voix à peine audible. « La robe était à toi ?»« Oui », ai-je répondu simplement. « Et elle l'a prise sans permission ?» Comme elle a pris beaucoup d'autres choses durant ces mois, comme elle a pris mon espace, ma dignité, mon droit d'exister pleinement dans ma propre maison. Théo s'est passé les mains sur le visage, un geste si caractéristique d'Antoine que j'ai ressenti une pointe de nostalgie. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai essayé, fils, maintes fois, mais tu minimisais toujours mes préoccupations. Tu supposais toujours que j'exagérais, que j'étais trop sensible, trop démodé. Il est resté silencieux, digérant mes paroles. J'ai pu voir dans ses yeux le conflit, la lutte entre la loyauté envers son épouse et la reconnaissance progressive que j'avais dit la vérité. « Et toi » a-t-il commencé, me regardant directement. « Tu as fait quelque chose à la robe? Tu y as mis quelque chose qui a causé cette réaction ?» J'ai soutenu son regard sans ciller. Oui, son expression s'est transformée en un mélange d'incrédulité et d'horreur. « Comment as-tu pu? Cela aurait pu être grave. Elle aurait pu... » « Ce ne l'était pas, ai-je interrompu calmement. Je sais exactement ce que j'ai utilisé et ses effets. C'est une ancienne recette de théâtre que ma grand-mère m'a enseignée. Elle cause une irritation temporaire, des démangeaisons, des rougeurs. Rien de permanent, rien de toxique. Les mêmes symptômes que Delphine présente maintenant et qui, comme le médecin l'a confirmé, sont déjà en train de passer. Mais pourquoi? Tu n'es pas comme ça, maman. Tu n'as jamais été vindicative ou... Quand est-ce la dernière fois que tu m'as vraiment vu, Théo? Ai-je demandé doucement. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es arrêté pour penser à comment je me sentais dans tout ça? Depuis qu'ils sont arrivés dans ma maison, j'ai été progressivement effacée. Mes espaces envahis, mes biens pris sans permission, mon histoire traitée comme insignifiante. J'ai fait une pause, ressentant le poids de mois d'humiliations accumulées. Ton épouse n'a pas seulement pris mes affaires. Elle m'appelait « vieille femme finie », me disait que mon temps était révolu, que je devrais porter des choses plus appropriées à mon âge, tout en s'appropriant des robes qui ont pour moi une valeur inestimable. Je ne savais pas, a-t-il commencé, mais il s'est arrêté, reconnaissant la faiblesse de l'excuse. Je n'ai pas voulu voir. Non, tu n'as pas voulu, ai-je confirmé. C'était plus facile de supposer que j'étais irrationnelle que d'affronter la possibilité que la femme que tu as choisie comme compagne puisse être si cruelle. La porte s'est ouverte et le docteur Mercier est entré, avec une expression professionnellement neutre. Elle est stable. Les antihistaminiques fonctionnent bien, l'inflammation régresse. Elle pourra rentrer chez elle dans quelques heures, mais je recommande du repos pendant au moins 24 heures et de continuer avec la médication orale que je vais lui prescrire. « Puis-je la voir ?» a demandé Théo. « Bien sûr, elle est consciente et plus calme maintenant. » Théo s'est levé, hésitant un moment avant de se diriger vers la porte. « Tu viens ?» m'a-t-il demandé. « Je crois qu'il est préférable que tu lui parles seul d'abord, » ai-je répondu. « Vous avez beaucoup à discuter. » Quand il est parti, le docteur Mercier s'est assis face à moi, m'étudiant avec ses yeux sages qui avaient vu tant de souffrances humaines au cours de sa carrière. « Urticaire de contact », a-t-il commenté nonchalamment. Condition intéressante, surtout quand elle apparaît si sélectivement dans des zones spécifiques du corps. J'ai maintenu mon expression sereine, bien que je sentais qu'il pouvait voir à travers moi. La médecine m'a toujours fascinée. Antoine disait souvent que dans une autre vie, j'aurais été une excellente docteure. Antoine a toujours été un homme perspicace, a-t-il souri légèrement. Je ne demanderai pas ce qui s'est réellement passé ce soir, Marguerite. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir officiellement. Je vous en remercie, Laurent. Il s'est levé, ajustant ses lunettes. Souvenez-vous simplement que les blessures, même émotionnelles, ont besoin d'air pur pour guérir correctement. Ne laissez pas le ressentiment infecter votre cœur. Vous valez mieux que ça. Les paroles du docteur Mercier m'ont accompagné durant la demi-heure suivante, tandis que j'attendais seule dans la petite salle. Il avait raison, bien sûr. La vengeance, même justifiée, laisse un goût amer. Mais parfois elle est nécessaire, non comme une fin en soi, mais comme une étape vers la récupération de sa propre dignité. Quand Théo est revenu, son visage montrait des signes évidents d'avoir eu une conversation difficile. Il s'est assis lourdement à côté de moi, regardant le sol.
Je l'ai confrontée sur tout ce que tu m'as dit, a-t-il finalement parlé. Au début, elle a tout nié. Puis quand j'ai insisté, elle a commencé à minimiser, à dire que tu exagérais. Mais finalement, elle a admis beaucoup de choses. Pas tout, mais suffisamment pour comprendre qu'il y avait une campagne systématique de manque de respect qui se déroulait sous mon propre toit. J'ai ressenti une vague de soulagement si intense que j'ai dû m'appuyer contre le dossier de la chaise. Enfin quelqu'un, mon propre fils, voyait ce qui s'était passé. « Je suis désolé, maman », a-t-il continué, sa voix se brisant légèrement. « Je suis désolé de ne pas t'avoir écouté plus tôt. Désolé d'avoir permis que les choses arrivent à ce point. J'ai aussi ma part de responsabilité, ai-je admis. J'aurais dû être plus ferme dès le début, établir des limites claires, ne pas permettre que la peur de la solitude me transforme en complice de ma propre invisibilisation. » Nous sommes restés silencieux un moment, le poids des erreurs partagées entre nous. « Que faisons-nous maintenant ?» a-t-il finalement demandé. « Cela dépend de toi, fils, et de Delphine. » Il a soupiré profondément. « Je ne crois pas que nous puissions continuer à vivre tous sous le même toit. Pas après cela. »« Non, probablement pas, » ai-je concordé, sentant un mélange de tristesse et de soulagement face à l'inévitable séparation. « Nous chercherons un autre endroit, » a-t-il décidé. « Dès demain, je commencerai à chercher un appartement à louer. »« Tu es sûr ? C'est une décision importante. Je ne veux pas que tu la prennes juste sous le coup de l'émotion. » Il m'a regardé directement et j'ai vu dans ses yeux un éclair de la détermination que j'avais toujours admirée chez Antoine. « Je suis sûre, ce qu'a fait Delphine, ce qu'elle a permis qu'il arrive, n'a pas de justification. Et ce que tu as fait non plus n'était pas correct, mais je comprends pourquoi tu en es arrivé à ce point. Nous avons besoin d'espace, tous, pour guérir, pour réfléchir. » J'ai acquiescé, reconnaissant la sagesse dans ses paroles. Quand nous avons finalement pu ramener Delphine à la maison, il était passé minuit. Le trajet s'est déroulé dans un silence tendu. Elle, sédatée par les médicaments, regardait par la fenêtre avec une expression absente. J'observais les lumières de la ville reflétées dans le Rhône, pensant à toutes les nuits où Antoine et moi avions contemplé ce même paysage, commentant la chance que nous avions de vivre dans un endroit si beau. En arrivant à la maison, Théo a aidé Delphine à monter dans leur chambre. Je me suis retirée dans la mienne, épuisée émotionnellement et physiquement. Mais avant que je puisse commencer à me préparer pour dormir, j'ai entendu un coup léger à ma porte. « Entrez !» ai-je dit, surprise d'avoir de la visite à cette heure. Théo est entré, visiblement épuisé, mais déterminé. « Il y a autre chose que tu dois savoir, maman. » Que se passe-t-il? Quand j'ai confronté Delphine à l'hôpital, j'ai découvert quelque chose qui va au-delà des bijoux ou des robes. Il a fait une pause, comme s'il lui coûtait de trouver les mots adéquats. J'ai trouvé une correspondance entre elle et un avocat, détaillant un plan pour te déclarer mentalement incapable après avoir passé un certain temps à vivre avec toi. La révélation m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Quoi? Le plan incluait une documentation de comportements erratiques que Delphine fabriquait secrètement. Des notes sur de supposés oublis de ta part, des confusions, des moments de désorientation, aucun d'entre eux réel. « Et toi ?» ai-je demandé, sentant que l'air me manquait. « Tu étais impliqué dans cela ?»« Non !» s'est-il exclamé, véritablement horrifié. « Je n'aurais jamais accepté une chose pareille. Maman, tu dois me croire, je viens de le découvrir ce soir. » Quand je l'ai confrontée, elle a d'abord tout nié, mais ensuite, dans un moment de colère, elle a admis une partie du plan. Je me suis assise au bord du lit, sentant que mes jambes ne pouvaient plus me soutenir. Ce n'était pas seulement mon espace, mais bien ma dignité qu'ils avaient tenté de m'arracher. C'était mon autonomie, ma capacité légale, mon droit fondamental à prendre des décisions sur ma propre vie. Pourquoi ai-je finalement réussi à demander? Que cherchait-elle avec tout cela? Théo s'est passé les mains dans les cheveux, geste qu'il avait hérité de son père. Le contrôle de tes biens, je suppose. La maison, tes investissements, tout ce que tu as construit avec papa. Un froid glacial s'est répandu dans ma poitrine. La trahison était bien plus profonde que ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas seulement de la vanité ou de l'inconsidération. C'était un plan calculé pour me dépouiller de tout. « Demain à la première heure, » a dit Théo d'une voix ferme, « je contacterai une agence immobilière. Nous déménagerons le plus tôt possible. Et je veux que tu saches
que je vais prendre des mesures légales pour te protéger de toute tentative future de manipulation. » J'ai acquiescé lentement, digérant encore l'ampleur de ce que je venais de découvrir. « Merci, fils. » Il s'est approché et, après un moment d'hésitation, m'a serré dans ses bras. C'était une étreinte maladroite, comme celle que nous partagions rarement depuis son adolescence, mais remplie d'un regret et d'une promesse tacite de protection. « Repose-toi, maman. Demain sera un nouveau jour. » Quand il est parti, je suis restée assise dans l'obscurité pendant longtemps, contemplant le portrait d'Antoine sur ma table de nuit. « Tu avais raison, mon amour, » ai-je murmuré. « Tu as toujours dit que le respect était la base de tout, que sans lui, il ne reste rien de valeur. » Cette nuit-là, malgré le choc et la trahison découverte, j'ai dormi d'une étrange paix, comme si, finalement, j'avais récupéré quelque chose d'essentiel que j'avais été sur le point de perdre pour toujours. Ma voix, mon espace, mon droit d'exister pleinement dans ma propre histoire. Les jours qui ont suivi la confrontation à l'hôpital Édouard Herriot ont été un étrange entre-deux entre le passé qui s'écroulait et un avenir encore incertain. Théo, fidèle à sa parole, a immédiatement commencé la recherche d'un nouveau lieu pour vivre. Delphine, encore en convalescence de la réaction allergique, restait recluse dans sa chambre ne sortant que pour les repas, qu'elle prenait maintenant en silence, sans ses commentaires dédaigneux habituels ou ses exigences. La tension dans la maison était palpable, mais paradoxalement, je me sentais plus légère que depuis des mois, comme si le poids des humiliations quotidiennes, de la surveillance constante, de la sensation permanente de disparaître dans ma propre maison, s'était soudainement allégé. Durant ces jours, j'ai progressivement récupéré mes espaces. J'ai replacé le portrait d'Antoine dans le salon principal, sauvé mes porcelaines du sous-sol, réorganisé mon armoire, petits actes de réclamation qui symbolisaient quelque chose de bien plus profond, la récupération de ma dignité. Un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner seul sur la terrasse, un plaisir simple que j'avais abandonné quand Delphine avait commencé à l'utiliser comme son studio de yoga, j'ai reçu un appel de Colette. « Marguerite, tout Lyon parle de ce qui s'est passé au gala de bienfaisance. Tu vas bien ?» J'ai souri au ton préoccupé de mon amie. « Je vais mieux que depuis longtemps, Colette. On dit que Delphine a eu une terrible réaction allergique, qu'ils ont dû l'emmener à l'hôpital. Et il y a des rumeurs selon lesquelles la robe qu'elle portait était la tienne. Les rumeurs, pour une fois, sont vraies, ai-je confirmé, ressentant une étrange libération en l'admettant à haute voix. Je le savais. Quand je l'ai vue avec cette Dior verte, je reconnaîtrais cette robe n'importe où. Antoine était si fier quand il te l'a offerte à Paris. » Colette a fait une pause et je pouvais l'imaginer se pencher confidentiellement vers le téléphone, bien que nous soyons à des kilomètres de distance. « Marguerite, je sais que nous sommes amis depuis 40 ans et je ne t'ai jamais demandé une chose pareille, mais tu as eu quelque chose à voir avec cette réaction allergique ? J'ai contemplé les eaux du Rhône reflétant le ciel bleu du matin et j'ai décidé que la vérité, après tant de temps de silence, était rafraîchissante. Disons que ma grand-mère, Odette, m'a appris plus qu'à coudre et à faire du pain. » Le silence à l'autre bout de la ligne a été suivi par un éclat de rire qui m'a rappelé pourquoi Colette avait été mon amie pendant tant de décennies. « Mon Dieu, Marguerite, j'ai toujours su que sous cette façade de dame parfaite se cachait une guerrière. Qu'as-tu utilisé? Quelque chose de permanent? Je t'en prie, dis-moi que non. »« Bien sûr que non, » ai-je répondu, légèrement offensée par la suggestion. Juste une ancienne poudre irritante qu'on utilisait au théâtre pour créer de fausses réactions sur scène. Temporaire, inoffensive à long terme. « Brillant !» a murmuré Colette avec admiration. « Absolument brillant, et bien mérité si tu me permets de le dire. Cette femme te traitait comme un vieux meuble qu'elle pouvait déplacer à sa guise. » Nous avons parlé quelques minutes de plus, et avant de raccrocher, Colette m'a invité à prendre le thé dans son appartement le lendemain après-midi. Les Violettes a renouvelé sa carte de pâtisserie. On dit que leur tarte au chocolat et framboise est divine. J'ai accepté l'invitation avec enthousiasme. Il était temps de renouer avec le monde extérieur, avec des amitiés et des plaisirs que j'avais abandonnés durant mon exil auto-imposé dans ma propre maison. Cet après-midi-là, en organisant quelques papiers dans le bureau qui avait appartenu à Antoine, j'ai trouvé une enveloppe que je n'avais jamais vue auparavant. Elle m'était adressée, avec la calligraphie inimitable de mon défunt mari.
Les mains légèrement tremblantes, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de 3 semaines avant sa mort, quand nous savions déjà que la fin était proche, mais gardions encore l'illusion qu'il pourrait y avoir plus de temps. Ma chère Marguerite, commençait-il avec cette formalité affectueuse qu'il utilisait toujours avec moi. Si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus à tes côtés. J'espère qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que la douleur aiguë de mon absence se soit transformée en quelque chose de plus supportable, plus proche de la nostalgie douce que du désespoir. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire, mais que je n'ai peut-être pas assez exprimé de mon vivant. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue, non par de grands gestes héroïques, bien que tu n'en manquais pas non plus, mais par le courage quotidien, par la dignité avec laquelle tu as affronté chaque obstacle, chaque déception, chaque perte. Je crains pour toi, mon amour, non pour ta capacité à survivre. Je sais que tu es parfaitement capable de gérer les aspects pratiques de la vie, mais pour ta tendance à te faire petite pour plaire aux autres. Je t'ai vu céder de l'espace, des opinions, de la présence, pour maintenir la paix, pour ne pas déranger. C'est une qualité magnifique, mais aussi dangereuse. Ne permets pas que ta lumière s'éteigne pour que d'autres brillent davantage. Ne te rends pas invisible pour rendre la vie plus confortable à ceux qui n'apprécient pas le cadeau que c'est de t'avoir dans leur vie. Mon souhait pour toi est que tu vives pleinement, occupant tout l'espace que tu mérites, que tu défendes ta dignité avec la même férocité avec laquelle tu as toujours défendu celle des autres, que tu te rappelles que vieillir ne signifie pas disparaître, que tes sentiments, tes besoins, tes droits ne sont pas moins valides avec le passage des années. Et si jamais tu doutes de ta propre valeur, souviens-toi que je t'ai choisi parmi toutes les personnes de ce monde pour partager ma vie et que chaque jour à tes côtés a été un privilège que j'ai apprécié jusqu'à mon dernier souffle. Avec tout mon amour toujours tien, Antoine, les larmes coulaient librement sur mon visage quand j'ai terminé de lire. C'était comme si Antoine, d'une certaine manière, avait prévu exactement ce qui se passerait après son départ, comme s'il me donnait la permission, non, m'encourageait, à défendre mon espace, ma dignité, mon droit à exister pleinement. 1 an après l'incident de la robe, comme on en était venu à l'appeler dans notre cercle social, j'ai reçu une invitation pour le gala annuel de la Fondation des Arts au Grand Hôtel Dieu. En ouvrant l'enveloppe, j'ai trouvé une note manuscrite de Pascal Rousseau. « Chère Marguerite, ta présence l'année dernière a certainement rendu l'événement inoubliable. Nous espérons pouvoir compter sur toi à nouveau, de préférence sans urgence médicale cette fois. Avec affection, Pascal. » J'ai souri à son humour subtil, puis j'ai ouvert mon armoire et contemplé les options. Mes doigts se sont arrêtés sur la Dior vert émeraude, maintenant restaurée à son état d'origine, nettoyée de tout résidu de la poudre d'urticaire. Je l'ai décrochée, la tenant contre mon corps devant le miroir. Le verre complémentait toujours mes yeux, comme Antoine l'avait toujours dit. Le tissu tombait toujours élégamment, malgré les années et les altérations temporaires. Pourquoi pas, me suis-je dit. À 67 ans, je suis toujours Marguerite Lefebvre, et mon temps est loin d'être révolu. En regardant en arrière aujourd'hui, je comprends que mon histoire est bien plus qu'un simple conflit familial. C'est une bataille pour mon identité, pour le droit d'exister pleinement à 67 ans, avec mes souvenirs, mes choix et ma dignité intacte. Lorsque j'ai ouvert les portes de ma maison Les Glycines à Théo et Delphine, je croyais rendre service à mon fils et son épouse. Je n'imaginais pas que cette décision, prise dans la solitude et la vulnérabilité après avoir perdu Antoine, se transformerait en une érosion systématique de mon espace, mes souvenirs et ma valeur en tant que personne. La façon dont Delphine a commencé subtilement à me diminuer, m'appelant « vieille femme », disant que mon temps était révolu, fut un poison à action lente qui, goutte à goutte, a miné ma confiance en moi. Le plus douloureux n'était pas qu'elle utilise mes robes ou mes bijoux. C'était la manière, sans permission, sans respect, sans reconnaissance de la valeur sentimentale que ces pièces avaient pour moi. Chaque fois que je trouvais un foulard en soie transformé en coussin ou un bijou qu'Antoine m'avait offert exhiber sur les réseaux sociaux comme une trouvaille vintage, je sentais des morceaux de mon histoire m'être arrachés. La douleur de l'invalidation est différente de tout autre.
Ce n'est pas une douleur aiguë que l'on peut pointer en disant « j'ai mal ici ». C'est une douleur diffuse qui s'étend comme de l'encre dans l'eau, contaminant chaque aspect de votre existence. C'est se réveiller en se demandant si l'on compte encore. C'est se regarder dans le miroir et ne pas reconnaître la personne qui vous rend votre regard. Non à cause des rides ou des cheveux blancs, mais parce que vos yeux ont perdu l'éclat de la certitude de qui vous êtes. Le moment décisif est venu avec ma robe Dior vert émeraude, le dernier cadeau significatif d'Antoine avant qu'il ne tombe malade. Quand j'ai découvert que Delphine prévoyait non seulement de la porter au gala de bienfaisance, mais de l'altérer pour la moderniser, quelque chose en moi s'est rebellé. La décision d'utiliser la poudre d'urticaire n'était ni impulsive ni malveillante. C'était un acte de résistance, une façon de me rendre visible à nouveau dans ma propre histoire. Ce que je n'avais jamais anticipé, c'est de découvrir, après l'incident de la robe, que le plan de Delphine allait bien au-delà de s'approprier mes biens. La correspondance avec l'avocat, détaillant des stratégies pour me déclarer mentalement incapable, a révélé une trahison bien plus profonde. Une tentative calculée de me dépouiller non seulement de mes choses, mais de mon autonomie, ma capacité légale, mon droit fondamental à prendre des décisions sur ma propre vie. Cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, a apporté avec elle une libération. Finalement, Théo a pu voir la vérité qui avait été devant ses yeux pendant des mois. Notre relation, endommagée par sa cécité volontaire face au comportement de Delphine, a commencé lentement à se reconstruire sur des fondations d'honnêteté et de respect mutuel. La lettre d'Antoine, trouvée providentiellement dans ces jours tumultueux, m'a donné la force de prendre des décisions importantes. Changer mon testament, créer la fondation Antoine Lefebvre pour les arts, transformer une partie de ma maison en centre culturel pour artistes seniors. Ce n'étaient pas des actes de vengeance, mais de justice et de détermination. Aujourd'hui, 1 an après, ma vie a fleuri de façon que je n'aurais pas imaginée. La fondation aide de jeunes artistes lyonnais à développer leurs talents. Le centre culturel est devenu un point de rencontre vibrant où des personnes de ma génération redécouvrent leur créativité. Théo et moi avons guéri des blessures profondes, trouvant un nouvel équilibre dans notre relation basée sur le respect authentique. Et cette robe Dior vert émeraude, déclencheur de tant de douleurs et de transformations, a repris sa place d'honneur dans mon armoire. Je l'ai portée à nouveau au gala de bienfaisance cette année, suscitant des murmures et des sourires complices parmi ceux qui connaissaient l'histoire. En la portant, je ne cherchais pas à provoquer ni à rappeler le passé douloureux, mais à affirmer une vérité simple mais puissante. À 67 ans, je suis toujours Marguerite Lefebvre, complète, précieuse, digne de respect. Mon temps, contrairement à ce que croyait Delphine, est loin d'être révolu. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que vieillir ne signifie pas disparaître. Ce n'est pas renoncer à son droit à l'espace, à la parole, au respect. Je ne suis pas une version diminuée de ce que j'étais. Je suis la somme totale de toutes mes expériences, amour, pertes, triomphes et apprentissages. Chaque ride sur mon visage raconte une histoire. Chaque cheveu blanc a été gagné. Chaque souvenir conservé dans une robe, un bijou, un objet, fait partie du tissu riche et complexe qui forme qui je suis. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, si vous avez senti votre existence minimisée, votre voix réduite au silence, votre valeur remise en question à cause de votre âge, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous avez le droit d'occuper de l'espace, d'être vu, d'être entendu. Votre temps n'est pas révolu. Votre temps est maintenant, il est toujours, tant que vous êtes ici. Et si vous êtes plus jeune, peut-être de l'âge de Delphine ou Théo, j'espère que cette histoire vous a offert une perspective différente sur le vieillissement et le respect dû à ceux qui sont venus avant vous. Les personnes âgées dans votre vie ne sont pas des reliques, des obstacles ou des fardeaux. Ce sont des individus complexes, avec des histoires riches, des connaissances précieuses et des sentiments aussi intenses et valides que les vôtres. Maintenant, chers spectateurs, de souvenirs de grand-mère, je vous demande un moment de plus. Si cette histoire a touché une corde sensible en vous, si vous vous y êtes reconnu ou si elle vous a simplement ému, je vous invite à vous abonner à notre chaîne.
Chaque nouvel abonné est une validation que des histoires comme la mienne méritent d'être racontées et entendues. Activez également la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous publions de nouvelles histoires tous les jours, chacune avec ses propres leçons et réflexions qui pourraient résonner avec vous de façon inattendue. Vos commentaires sont extrêmement importants pour moi. Racontez-moi si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous connaissez quelqu'un qui a traversé une situation semblable. Comment l'avez-vous géré? Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un confronté à l'invalidation due à son âge? Votre perspective pourrait aider d'autres spectateurs qui vivent la même chose. N'oubliez pas de laisser votre « j'aime » pour que plus de personnes puissent trouver cette histoire. Chaque interaction aide notre chaîne à grandir et à atteindre ceux qui ont besoin d'entendre ces messages. Et si vous le pouvez, pensez à nous soutenir avec un merci, notre façon de recevoir des dons pour maintenir la chaîne en fonctionnement et apporter de nouveaux contenus quotidiennement. Produire ces vidéos demande du temps, des recherches, un scénario, un tournage, un montage, un travail d'équipe qui n'est possible que grâce à votre soutien. Votre contribution, aussi petite soit-elle, fait une énorme différence pour que nous puissions continuer à partager des histoires comme celle-ci. Visitez également nos archives de vidéos précédentes. Nous avons des dizaines d'histoires émouvantes sur le dépassement de soi, l'apprentissage et les dynamiques familiales complexes que nous affrontons tous à différents moments de la vie. Souvenez-vous toujours, votre histoire compte, votre voix mérite d'être entendue. Votre valeur ne diminue pas avec l'âge, elle s'approfondit, s'enrichit, devient plus complexe et belle, comme un bon vin qui s'améliore avec le temps. Du fond de mon cœur, merci de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo, ici sur Souvenirs de grand-mère.